De retour sur le plateau du Glénat BD Festival pour la dernière heure de cette première journée, une heure consacrée à Jim Bishop qui est sur le plateau. Comment ça va, Jim? Ça va bien, merci. Et toi? Bon, écoute, impeccable. Je suis ravi de t'avoir ici sur le plateau. C'est quelque chose que tu fais souvent. Enfin, tu vas à Angoulême tous les ans quand même pour participer. Là, ça va être ma première année vraiment. Ah ouais? Ouais. De ouf. Ouais. Donc tu restes globalement dans dans le schéma du dessinateur de BD qui enfermé chez lui. Enfermé chez lui. De temps en temps, je sors pour prendre l'air tranquille. Quand même. Voilà, c'est ça. Quand même. En tout cas, j'espère que tu seras à l'aise, évidemment, sur le plateau. Tu es l'auteur, notamment, de Lettres perdues. On viendra et on parlera, évidemment, de tes œuvres, de ton procédé créatif, de ta relation, d'ailleurs, avec Glénat, aussi ton éditeur, justement, ici, en compagnie, dans cette émission, de Ringo. Bonjour, Ringo. On s'était vu déjà sur le Glénat Manga Festival, évidemment. Chroniqueuse pour le Neketsu Show, mais tu lis aussi beaucoup de BD. Hein, c'est très important. Je suppose. On aime les mangas, mais on aime beaucoup la BD et les romans graphiques, bien entendu. De ouf, tu es là évidemment pour m'accompagner et interroger, cuisiner un Jim ici sur préparer des petits l'ensemble de son œuvre. Ça va régaler, bien entendu. Aussi en compagnie de Praska. Bonjour Praska, blogueur, tweetos notamment. Ouais. Hello, ouais. Moi, j'adore lire, ça marche. Donc, j'ai tout et particulièrement Lettres perdues. C'est pour ça que j'étais très content d'être là. Voilà. La seule BD que tu as lue dans tout. J'en ai lu que ça en 2021, je crois, mais j'ai lu que ça. Il y avait des mots et tout, c'était cool. Il y avait des mots et tout, Merci d'être avec nous, évidemment. Praska. Alors, Jim, est-ce que tu peux te présenter un peu pour les spectateurs qui sont là, qui ne te connaîtraient pas exactement, d'où tu viens, quel est ton parcours, quels étaient tes débuts dans la bande dessinée exactement? Tu veux que je remonte à l'enfance, du coup? Ma maman. Voilà, bref. La première fois que tu as vu un poisson rouge, peut-être, tu peux nous en parler. Je m'appelle Jim et j'ai fait la BD du coup Lettres perdues, dont tu parles, que je suis venu présenter. Et j'ai fait quelques BD avant. Et j'en avais fait deux en auto-édition. Et j'en avais fait une chez Ankama, qui s'appelait Dilly Sherlock. Et là, Lettres perdues, qui est sorti il y a 5 mois, je ne sais plus exactement. Et puis voilà, j'ai pas fait d'école, enfin je sais pas, voilà, un parcours un peu chaotique mais qui m'amène maintenant. Tu as commencé dans l'auto-édition, tu publiais quoi sur internet, tes planches En fait on avait monté une petite structure avec ma compagne à l'époque, et puis après on s'était lancé dans l'aventure d'édition, et puis on allait démarcher des libraires, etc. Et puis on allait dans les festivals, et puis voilà, c'était un peu le premier pied dans le milieu de la bande dessinée, c'était il y a quelques années maintenant. Et puis ça m'a appris en fait plein de choses sur comment en fait le livre fonctionne, comment on suit un livre, comment on le maquette, enfin voilà, un travail un peu d'édition. Et puis même aller le vendre nous-mêmes, etc. Enfin voilà, c'était un taf qui m'a vraiment mis dans le bain et puis qui m'a appris beaucoup de choses. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous parler du coup de Lettres perdues, déjà sorti? Comment t'es venue cette idée? Qu'est-ce que ça raconte comme histoire exactement? Tu peux nous parler un peu de cet univers, de cette bande dessinée? En fait, c'est parti d'une histoire vraie, on va dire, un truc qui m'est arrivé, une histoire un peu personnelle. Ouais. Et puis en fait, ça c'est l'animation. C'est toi qui as réalisé l'animation? Non, c'est pas moi, c'est Poto Collective. Et je leur avais demandé de faire les animes. Et vraiment, cette anime, elle est très très belle. Les Poto Collective, vous pouvez les suivre sur Instagram, ils sont très très forts. Et du coup, pour te répondre, c'était quoi la question déjà? Présente-moi Lettres perdues. D'où te vient l'idée exactement? Qu'est-ce que ça raconte? Ouais. Un peu le synopsis. En fait, ça part d'un truc perso du coup. Et du coup, je voulais parler de deuil, tu vois, la thématique du deuil de manière globale. Et je voulais pas en parler seulement sous l'aspect de la mort, je voulais en parler sous l'aspect même de l'échec, tu sais, le fait de devoir abandonner une idée qui t'obsède ou un truc que tu veux faire dans la vie. Et du coup, je suis parti dans cette idée de personnage. En fait, ça s'est fait très naturellement, je sais pas. Au début, il y a eu un processus assez naturel. Et puis au fur et à mesure, les idées ont commencé à arriver. Toute la thématique autour des poissons, qui pareil, vivent un deuil aussi à leur façon dans l'histoire. Et puis voilà, ça a roulé tout seul comme ça. Ça, c'est la première page. Et
Et puis voilà, puis je voulais de l'humour en fait avec cette histoire. Je voulais vraiment qu'il y ait un aspect assez léger. Et ouais, parce que le sujet est un peu grave par moment. Mais du coup, la globalité de la BD reste assez légère et plutôt drôle et bon enfant, quoi. Alors qu'est-ce qui s'y passe? Ça raconte quoi? Le personnage principal que Alors c'est Yod, voilà. c'est Yod qui attend là une lettre de sa mère. Qui, tous les jours, du coup, il y a le poisson rouge qui passe et qui lui dit ouais, j'ai ta lettre. Le poisson clown, ouais. Poisson clown, pardon, ouais, poisson clown. Et qui lui dit non, en fait, je l'ai pas. Et puis en fait, voilà, tous les jours, il fait la même blague et elle fonctionne la blague, comme une bonne blague qui fonctionne, voilà. Et puis un jour, il en a marre et il décide d'aller lui-même chercher la lettre. Ouais. Et sur la route, donc il prend sa 2 chevaux vertes. Donc c'est un gamin qui conduit une voiture déjà. Et sur la route, il rencontre Frangine. Et Frangine, elle a Yod, dans l'histoire, c'est un gamin très poli, il a une façon de parler qui s'exprime très bien. Et Frangine, c'est carrément une meuf qui a un parler beaucoup plus direct et beaucoup plus franc. Et ça aussi, c'est une animation de... Elle est trop belle. Voilà, Frangine, voilà, qui est beaucoup plus virulente dans sa façon de parler et tout. Elle dit des gros mots, etc. Et du coup, elle l'emmène dans une autre aventure qu'il ne s'attendait pas, mais tout en gardant cet esprit de trouver cette lettre. Donc tout au long de l'histoire, on les suit ensemble et puis il rencontre plein de personnages. Puis voilà, il y a une aventure, etc. Lui, vraiment, il part à la recherche de sa lettre. Où se trouve sa lettre perdue? On ne sait pas. On ne sait même pas, d'ailleurs, si une lettre existe. Hein. On ne sait rien. D'ailleurs, on ne sait absolument rien. Et il va même moi, je ne sais pas. Exactement. Il y a des lettres dedans. Même l'auteur, il ne sait pas. Mais c'est un postulat pour vivre, en effet, une aventure au travers un peu de la naïveté du personnage principal qui est touchante au demeurant. C'est une œuvre que vous avez lue ici à ma gauche. Qu'est-ce que vous avez pensé de Lettres perdues lorsque vous l'avez lue pour la première fois, Oscar? Alors, déjà, tu parles de deuil dès le début, on ne le sait pas ça en fait. Je trouve que c'est quelque chose qui arrive vraiment... Alors, j'ai adoré, il faut que ce soit clair, hein, dès le début, j'ai adoré. Et justement, c'est pas forcément une BD de deuil, ça peut peut-être faire peur au début, tu sais, en parlant de deuil. Je trouve que c'est une BD d'aventure rigolote, avec des moments très adultes, très deuil, que tu arrives à dissimuler au fur et à mesure. Vraiment, la première fois, limite, quand tu lis en entier... tu pleures. Et la deuxième fois, tu vois ton procédé, comment tu as réussi à mettre des... justement, tu disais le deuil de l'eau, tu vois, tout ça, tu commences à comprendre. Je suis émotionné là, par le bouquin, mais franchement, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et il est faussement naïf, ça, on l'a dit 1000 fois, je pense, mais c'est une merveille pour moi. Voilà. Ça me touche vraiment. J'essaie de pas faire trop de bol, mais pleurez pas sur le plateau. Et la BD est vachement drôle, hein, moi je me marre. Mais oui, c'est ça, c'est drôle. Le plus rigolo, c'est que quand j'ai fait une chronique rapide, je l'ai fait 1000 fois, parce que laisse tomber, j'avais ma voix qui partait là, tu vois, comme ça, elle part là. J'aime pas trop. Mais du coup, j'ai adoré. Voilà. Okay, Ringo. Moi, je te rejoins complètement dessus, j'ai adoré aussi. Comme tu as dit, on voit pas directement pourquoi on parle de deuil directement. Moi, c'est plutôt, en fait, c'est l'attente. Je trouve qu'il est le thème limite principal du film. En vrai, t'as raison, c'est vraiment plus ça. En fait, c'est vraiment l'attente. C'est ce bonhomme, en fait, toujours, il attend sa lettre, etc. Et c'est le deuil terrible. Bien après. Et c'est terrible. L'attente, je vais pas dire que c'est pire que le deuil, mais c'est tout aussi terrible, en fait. Parce que en fait, tu sais pas ce que t'attends, tu sais pas si ça viendra ou pas. Le deuil, au moins, on y est. On sait qu'on y est. Et on le fait plus ou moins efficacement en fonction des gens. Mais l'attente, c'est vraiment horrible parce qu'il y a toujours cet inconnu derrière. Et la relation qu'il a avec Frangine est super intéressante parce qu'elle, Frangine, n'attend pas. Elle a vraiment pas le temps pour ça. Elle n'attend pas. Elle va même à l'encontre des épreuves. Et même le policier Sissi, qui lui est un peu entre les deux. C'est quelqu'un qui attend une promotion, mais en même temps qui essaye d'aller la chercher. C'est vraiment un bon équilibre, je trouve, entre les deux. Et ce trio de personnages m'a fasciné. Je les ai adorés. Puis après, il y a l'aspect graphique, etc. Je pense qu'on va y revenir plus en détail, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Hein. Mais moi, c'est vraiment ça qui m'a émue, c'est cet aspect avec ce personnage très naïf qui attend naïvement, faussement naïvement, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, on a compris l'idée. C'est cette lettre qui vient ou ne vient pas, ça vous le saurez si vous lisez Lettres perdues. Mais moi, ça m'a vraiment touché ce personnage qui est plein d'espoir, en fait. C'est très juste ce que tu dis. C'est plus juste que mon explication d'avant. Non, je n'oserais pas dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà.
C'est leur travail de résumer les histoires en même temps. C'est dur de parler On est fort pour ça. Parler de sa propre œuvre, c'est pas forcément évident. C'est pas évident. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être d'autant plus difficile que c'est de l'être perdu que tu dois nous parler, parce qu'il est vrai que c'est une œuvre, c'est loufoque. Quand même, l'univers que tu crées, il est absurde au possible. Enfin, entre guillemets, rien de ce qui se passe n'a vraiment de sens, et pourtant tout est cohérent ensemble. J'avais jamais lu un truc pareil, personnellement. D'où t'es venu toutes ces idées, d'où t'es venue la création de ce monde? Tu l'as rêvé, tu l'as pensé, tu l'as imaginé? Enfin, j'ai l'impression de lire un rêve, en fait, tu vois. Oui. L'absurde, je pense que c'est une chose que j'aime de base, en fait. Tu vois, les inspirations, les Monty Python, etc., même si ça n'a rien à voir au final. Mais moi, j'aime bien penser toujours de manière un peu absurde. Et je sais pas, je vois toujours les choses de manière absurde. Après, j'exprime pas forcément dans le réel, mais dans mes histoires, j'aime bien avoir cette approche. Mes premières BD, elles avaient exactement ce genre d'approche aussi, très absurde. Et je crois que c'est une façon de raconter que j'aime beaucoup. Là, j'essaie de m'en détacher pour les prochaines un peu, juste pour essayer autre chose. Ouais. Mais c'est là où je me sens très à l'aise, en fait, dans l'absurde. Dans les personnages qui sont loufoques, mais qui sont pas gratuits, en fait. C'est pas de l'absurde gratuit, tu vois. J'essaie de donner du sens quand même aux choses pour pas que ça soit complètement... qu'il y ait un non-sens, quoi, tu vois. Donc, c'est juste, de base, j'aime bien... Alors Jim, tu sais, il y a un petit jeu ici. Lorsque on arrive sur ce plateau, on va demander aux auteurs qui sont dessinateurs, comme c'est ton cas. Tu dessines, toi tu dessines pas, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. De se poser à cette table et de prendre les outils qu'on leur donne à disposition pour créer un petit dessin qui sera d'ailleurs à gagner sur le chat. Bien entendu, vous avez la possibilité d'interagir avec nous. On est sur Twitch, vous pouvez poser des questions à Jim si vous le désirez ici, comme nous présents sur cette émission. Donc n'hésitez pas à le faire et vous aurez l'occasion de gagner ce dessin, un set original. Sache que tu peux dessiner absolument ce que tu veux et tout ce qui te passe par la tête, c'est vraiment sujet libre. Si tu veux dessiner tes personnages de l'être perdu, tu le peux. Si tu veux aller... C'est le plus simple complètement. Si tu veux aller vers autre chose, tu le peux complètement. N'hésite pas, en tout cas. Alors, il y a Rémi de Grenoble qui nous demande si l'être perdu, c'est une BD qui, selon toi, a reçu le succès qu'elle méritait. Tu qualifierais cette bande dessinée comme ton premier succès, deuxième succès? J'en sais rien, voilà. Tu sais pas? Non, je sais pas. Le succès, je sais pas ce que ça veut dire déjà. Quand tu as le retour du public, il est assez enthousiaste. Et tu vois, on est quand même assez unanime ici. Déjà, rien que ça, pour moi, c'est déjà une belle récompense. Du coup, on peut dire ça, du coup, effectivement. C'est la première BD qui fait que... on commence à remarquer mon travail, on va dire. Et donc on peut dire ça alors. Je suis d'accord avec sa question. Ton premier succès. C'est dur d'accepter. Les auteurs ont du mal à accepter qu'on leur dise. C'est ça. Non, c'est pas de la modestie, c'est vraiment, je sais pas, tu sais. Pas de retour, enfin, j'ai pas de recul sur ce qui se passe, du coup, forcément. Donc, je dis OK, tu vois. Genre, en tout cas, c'est vrai que je vois les retours enthousiastes, ça fait vraiment plaisir. Et on a l'impression d'être compris un peu avec ce qu'on veut raconter, etc. Justement, c'est une question que j'avais sur ça. C'est comment t'as... En fait, c'est une œuvre plutôt intimiste. Ouais, carrément. Et du coup, c'est ton œuvre peut-être la plus intimiste qui prend écho, en fait, avec les gens. Ouais. Est-ce que tu arrives à le vivre comment, en fait? Par exemple, tu parlais tout à l'heure que... En convention, en rencontre, en fait, les gens sont assez sensibles. Ouais. En fait, t'as pas ça sur toutes les offres, quoi. On te pose des questions très personnelles quand on vient à toi. On me pose des questions vachement personnelles et j'y réponds. Et ce qui est agréable, c'est que on se sent moins seul dans notre monde et du coup, les gens aussi. Enfin, on a une connexion qui se crée. Et c'est vrai que ça, c'est très agréable de se rendre compte qu'on vit des choses et on n'est pas les seuls à le vivre. Parce que c'est vrai que quand on vit certaines choses, on a l'impression qu'on est un peu dans notre monde et voilà. Et puis puis il y a des gens qui sont sensibles aussi à l'humour qu'il y a dans la BD. Et du coup, ça fait aussi plaisir. On se dit on est un peu drôle en fait, tu vois. Et donc ça c'est voilà, c'est
y a une connexion qui se crée avec les lecteurs qui est vraiment agréable. Quel a été ton procédé de travail sur Lettres perdues? Tu travailles sur papier classique, tu travailles à la tablette graphique. Combien de temps tu as mis pour faire cet album qui, je le rappelle, est un one-shot, c'est un album complet en un seul volume. Est-ce que tu peux nous parler un peu du début du projet? En fait, je mélange finalement les techniques. Tu as une partie crayonnée qui ressemble un peu à ça. Et puis ensuite, j'ai fait un tuto d'ailleurs sur mon Instagram, vous pourrez voir, pour aller voir. Génial. Mais du coup, voilà, je fais un crayonné et ensuite je balance mon carnet dans le scanner. Je scanne toutes les planches et je finis à la tablette. En fait, ok. Tu vois, en fait, le crayonné, ça me sert. Mais c'est un crayonné papier, il me sert de base quoi, pour. Ok, donc tu as une base. J'ai une base crayonnée. Ok, tu as une base crayonnée. D'ailleurs, j'avais ramené un carnet, mais désolé, je l'ai oublié dans le. C'est pas grave. On va aller sur ton Instagram, là, on va aller fouiller, tu vois. Tu vas voir les tutos. Mais ouais, du coup, il y a un mélange comme ça de techniques, quoi. Donc, ouais. Le début du projet, du coup, ça remonte à quand exactement? C'était en fin 2018. Ok. Fin 2018, où là j'ai commencé les premières planches qui n'ont rien à voir avec les planches actuelles, où je les ai remodifiées. Et ensuite j'étais allé voir du coup Glénat pour faire publier, enfin pour l'éditer. Et puis du coup ça avait été accepté, etc. Mais j'ai pas continué tout de suite. Genre je me suis laissé 1 an pour bien réfléchir à l'histoire et puis la préparer et tout. Et quand je suis revenu les voir 1 an plus tard, j'avais tout mon storyboard crayonné fini, avec l'histoire finie. Et là, je leur ai donné, et puis ils ont dit OK. Ils ont dit OK. Ouais, voilà, il y avait un truc, il y avait déjà une vision de l'histoire, comment elle allait être, etc. Et ensuite, c'est un an. Du coup, ça a été un peu moins d'1 an, parce que c'était la période du Covid. Oui. Du coup, j'avais le temps pour. J'avais que ça à faire. Et du coup, voilà, ça s'est passé un peu moins d'1 an. Et fin 2019, j'avais fini la BD. Et puis elle est sortie encore 1 an après, quoi. J'ai attendu l'attente, tu parlais d'attente, c'était très long entre la fin. Mais du coup, moi j'ai une question pour justement tous les artistes en herbe qui aimeraient être édités par un éditeur. Tu as fait la démarche, tu as envoyé au culot sur le mail qui est disponible ou comment ça s'est passé? Comment on fait pour demain j'ai un projet, je veux être édité? En fait, moi ça a été particulier parce que je connaissais. Par rapport à mon vécu d'auto-édition, j'avais rencontré Julien Nil, qui fait Lou, qui sera là demain. Et du coup, c'est quand même aussi beaucoup grâce à Julien qui m'a intégré dans le processus. Et du coup, ça s'est fait simplement aussi par rapport à ça. Donc, de connaître des gens, ça c'est une aide précieuse. Mais sinon, envoyer déjà des dossiers même par mail, mais aller à la rencontre des gens aussi, c'est important, je pense, pour qu'on incarne quelque chose et puis que. Parce que parfois, un projet, ça peut être juste un truc un peu désincarné comme ça, et quand on rencontre les gens, ça change un peu la chose. Donc envoyer des projets juste spontanément par mail. Alors, les mails sont disponibles sur Internet facilement. C'est déjà une bonne chose. En général, il y a toujours des retours. Ouais. Mais du coup, toi qui as commencé d'abord avec ta maison d'édition, puis après qui est passé chez Ankama pour une autre BD, et chez Ankama, c'était pour DJ les Sherlock, où tu faisais que le scénario. Est-ce que ça n'a pas été un peu perturbant pour revenir ensuite avec Lettres perdues sur un projet où tu gérais scénario, composition, storyboard, vraiment tout? Parce qu'il y a une différence entre faire juste le scénario et passer à l'ensemble d'une création sur un projet comme ça. Il y a un côté un peu, on est tout seul. On est tout seul sur le projet et ça peut être... En fait, on s'y habitue vite au final. C'est pas un truc qui reste... Ça va très vite, on se remet dans le bain et ça passe très vite. Ce sentiment de se sentir un peu tout seul. Parce que c'est vrai que j'étais avec Yoann sur Jill et Sherlock et on avait ce côté où on se soudait un peu tous les deux. Du coup, on était moins... Ah oui, c'est ça, du coup... Quel troll, mais quel troll. Mais quel troll immense, c'est quand même ouf. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est très simple finalement. Mais pourquoi ils viennent, ils se plaignent? C'est difficile de faire des BD. Regarde la couverture, comment elle se fait. Regarde, hop, et voilà, c'est bon. Ah, mais c'est tellement facile.
Tu feras un excellent TikToker, hein, crois-moi. Oui, c'est vous. C'est une reconversion. Il y a une reconversion, en effet, toute trouvée là-dessus. Est-ce que tu as des influences qui t'ont beaucoup inspiré dans le domaine de la BD ou même ailleurs? Ouais, dans la BD, il y en a pas mal, mais surtout dans le manga. Le manga, j'ai beaucoup... Ah, toi aussi, tu viens chercher dans le domaine du manga? Ouais, dans le manga. On en parlait tout à l'heure, il y a du One Piece un peu, beaucoup, Miyazaki. Ça se ressent, on me le ressort tout le temps, mais on me le ressort souvent, mais Porco Rosso aussi, on me le ressort, mais faut assumer, c'est vrai. Il y a un peu de Dragon Ball, il y a beaucoup d'inspiration très très manga, mais il y a aussi du franco-belge dans la manière d'aborder le personnage que j'essaie de caractériser, tu vois, un peu. Mais ouais, du coup, il y a des inspirations assez variées, même cinématographiques. Là, j'ai pas forcément les titres en tête, mais ouais. Sur ta façon de faire des personnages un peu éthérés, surtout toujours en l'air un peu. Ah ouais, ok. J'ai l'impression qu'ils ne marchent pas vraiment, qu'ils flottent. J'ai l'impression qu'il y avait un truc de Moebius dedans, sa façon de toujours pas avoir les pieds au sol. Enfin, il y a quelque chose qui est toujours en mouvement qui est ça aussi dans JoJo's avec Araki. Araki fait souvent ça en fait. Les personnages, tu les vois, t'as l'impression qu'ils ont les pieds, ils sont sur la pointe des pieds. Et ça, c'est un truc qui m'avait soulagé parce que j'avais du mal à rendre de la gravité sur mes personnages. Et je me suis dit, mais Araki le fait, c'est bon, j'ai le droit de le faire. Et ça, c'est vrai que ça m'avait soulagé avec ça. Et c'est vrai que Moebius aussi, il a ce côté-là. Et Moebius, c'est vrai que je ne l'ai pas cité, mais c'est une grosse inspiration aussi. Pour les plans, tu sais, où il y a des lignes très très horizontales. Donc, voilà, le côté ligne claire, très simple. Même les couleurs, où il y a... alors ça, les couleurs... je ne sais pas comment tu as choisi les couleurs, mais c'est sublime. Hein. Les pages, elles sont sublimes. Ouais, je trouve au niveau du choix des couleurs, parce que comme on disait, c'est un thème quand même assez dur. Et les couleurs rendent ça beaucoup plus doux. Parce que y a un côté acidulé, mais assez pastel aussi. Et du coup, ça atténue le tout. C'est limite, je ne sais plus lequel de vous deux disait un rêve, vraiment. C'est un côté vraiment très... Je crois que c'est toi qui dis ça. Ah, c'est moi-même. C'est toi qui disais. Ah bon, c'est moi, alors je suis incroyable. Comme je disais, du coup, un espèce de côté un peu rêveur. Et moi, je voulais savoir comment tu choisis tes couleurs, te dire je vais prendre telle palette de couleurs pour le ciel sur cette planche-là, je vais mettre parce que le ciel, pour ceux qui ne le savent pas, normalement c'est bleu à peu près. Ah bah c'est pas. Mais des fois tu fais du jaune, du vert, tu fais des mélanges, par moments des dégradés. Comment te vient cette... Moi c'est comme Araki, hein. Ah oui, Araki il a des couleurs comme ça, mais déjà ça c'est. Comment tu choisis du coup ces palettes en fait, tes planches? Moi je réfléchis beaucoup en termes d'émotion. Plus qu'en termes de logique. Tu vois, je me dis, là, en fait, les couleurs, elles vont apporter cette émotion. Je veux de la mélancolie, je vais aller dans des tons roses. Enfin, je sais pas, c'est pas forcément quelque chose de réfléchi, mais je réfléchis beaucoup, je fais beaucoup confiance à mon intuition. Et moi, une chose qui est un truc, c'est que Julien, d'ailleurs, m'avait conseillé, c'était de faire respirer le trait, tu vois. Et moi, je sais que maintenant, c'est un truc qui m'obsède, c'est si je vois pas mon trait, si je fais des couleurs trop sombres qui masquent mon trait, j'aime pas. Et j'ai envie qu'on voit le trait, même si le trait, il n'est pas forcément très bien, il n'est pas assez propre, parce que souvent, tu vois, il y a des traits, ils sont un peu tremblants, enfin, tu sens que le trait n'est pas forcément maîtrisé. Mais je me dis, ça fait partie des trucs que je veux assumer, dans le sens où, des fois, je vais faire un trait qui n'est pas bon, ok, il est dans l'instant, il est là, tu vois, je veux pas le recommencer. Je me dis, au moins, ça, c'est vrai. Et je veux qu'on voit ce trait, je veux qu'on sente que ça respire, tu vois. Ça, c'est comme ça que j'approche mes couleurs. Et ensuite, en fonction de l'émotion que je veux transmettre, s'il y a de la colère, tu vois, il va y avoir une ambiance plutôt rougeâtre, parfois même dans le second plan. Donc je réfléchis beaucoup les couleurs en termes d'émotion. Et puis on sait en termes d'ambiance, tu vois, j'aime bien le côté un peu nuit, j'aime bien le côté un peu néon, ça c'est très cinématographique aussi, j'aime bien. C'est marrant parce que c'est un truc sur Nubo, ton premier bouquin. Tu l'as lu ? Oui. Ah, okay. Je t'avais pas dit tout à l'heure, mais oui. Okay. Du coup, c'est beaucoup plus sombre, je trouve. Alors qu'on met juste à côté Lettres perdues, ça explose de lumière, etc. Nubo, du coup, je rajoutais, il y avait beaucoup d'ombre. Ouais, énormément. Et l'histoire, tu as lu les 2 tomes ? Oui. L'histoire est beaucoup plus sombre, enfin beaucoup plus assumée, dark, enfin sur le 2e tome surtout, que Lettres perdues. Du coup, il y a un côté très très sombre et très... Ouais, c'est vrai.
Et je trouve que, comparé à Nubo, j'ai pas lu de G.L. Sherlock par contre, mais tu parlais de ton trait qui respire. Moi, je trouve que c'est surtout la composition des cases. Tu les as sous les yeux, Ken. Même quand il y a beaucoup d'informations et de aérien. C'est très aéré. C'est pas surchargé en décor ou quoi que ce soit. Même quand il y a beaucoup de dialogue, ça reste respirable. De ouf. Et en fait, le sujet, je le répète encore, il est dur. Et pourtant, à chaque composition, c'est-à-dire la composition, c'est comment on agence les cases, etc. Celle-là, on va la faire plus grosse, celle-ci plus fine, etc. Il y a vraiment un côté où on respire. C'est une bouffée d'air frais à chaque page qu'on tourne, malgré qu'il y a un côté assez plombant dans les dialogues, dans l'histoire. Bon, il y a toujours le côté absurde et drôle, mais la composition fait qu'on respire énormément. Comment tu la travailles? Parce que on pense au dessin, etc., aux couleurs. C'est les premières choses auxquelles on pense quand on a de la BD sous les yeux, mais la composition, c'est hyper important aussi. Ça, c'est très japonais, en fait, les compositions, aérées, et d'assumer de ne pas mettre de décor, par exemple. Ça, en franco-belge, on a tendance à vouloir mettre des décors à chaque case. Et je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'on nous a éduqués comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que ce que j'aimais bien, moi, justement, dans la narration japonaise, c'est que justement, ils assument qu'ils te placent un décor contextuel, et ensuite, ton cerveau sait qu'il y a un décor. Il l'imagine, en fait. Tu vas chercher l'imaginaire du lecteur en te disant, bon, voilà, c'est bon, là, le décor, il est planté. Maintenant, on enlève les décors, on les rajoute un peu dans le fond. Mais là, on se concentre que sur les personnages et l'émotion et le dialogue. Parce que c'est ça qui est intéressant dans une histoire. Les décors, à un moment donné, on les a compris, tu vois, et on n'a pas besoin de les mettre à chaque fois. Et après, j'adore quand il y a des décors aussi partout, parce que, tu vois, Otomo, avec Akira, il fait des purs décors à chaque fois, et c'est un plaisir aussi, tu vois. Donc c'est juste, voilà, moi j'ai repris les codes du décor qu'on enlève parce qu'on a le contexte. Ça me facilite aussi la vie, je vais pas te mentir, mais c'est vrai que j'aime bien quand ça respire dans une lecture de manière générale. Je suis pas forcément attaché... Plus j'avance dans Lettres perdues, plus j'ai l'impression parfois de lire un jeu vidéo où un personnage principal part à l'aventure, puis tu sais, comme dans un RPG, trouve ses amis, puis ses amis ils vont participer à l'aventure avec lui, et puis il est à l'échelle d'une ville, puis un jour il récupère un véhicule, et ensuite il va à une échelle plus grande, et il y a des méchants qui se succèdent, et il y a des boss de fin qui apparaissent, etc., et qui font poursuivre l'histoire. Le jeu vidéo, tu pratiques, tu joues beaucoup? Moins maintenant, mais c'est vrai que j'ai beaucoup joué, surtout à des RPG. Ouais. J'aimais beaucoup. Ça se sent. Ouais, les RPG, c'est vraiment Suikoden 2, je sais pas si tu de ouf. Cette idée d'aller récupérer beaucoup de personnages à droite et à gauche, justement. Avec les fins différentes et tout. Le jeu vidéo, c'est une grosse inspiration. Final Fantasy, classique, Chrono Trigger, voilà, je vais pas tous les citer, mais voilà, tous les RPG un peu de cette époque m'ont beaucoup inspiré. Zelda aussi. Même si c'est différent, mais j'ai beaucoup joué. Je joue encore beaucoup quand je prends le temps, mais sinon, il y en a moins quand même, parce que je fais de la BD. C'est un peu de travail. Voilà, il y en a moins parce que je fais de la BD, je peux plus jouer à des jeux vidéo. J'ai moins de temps, quoi. Sinon, c'est affreux. Mais sinon, j'ai pris le temps. J'ai joué à Skyward Sword cette année. Ah ouais. Ouais. En fait, je me suis fait Twilight Princess, Wind Waker et Skyward Sword cette année. Allez. Voilà. Ton préféré? Twilight Princess, je pense. Non, Wind Waker. j'hésite quand même. En janvier, donc tu veux dire l'année passée. Mon préféré de Zelda ou... Non, parmi ces trois-là, et après le préféré des Zelda. Skyward Sword, je l'ai pas fini, mais je pense Twilight Princess quand même. Twilight Princess, d'accord. Ok. Donc, même si Wind Waker, il a un côté intemporel qui fait plaisir. Il est plus dans ta palette de couleurs de Lettres perdues déjà. Aussi. Mais j'ai adoré Twilight Princess. Et de tous les temps? Mais Breath of the Wild. Vraiment, celui-là, voilà. C'est bien parce que tu as fait tous les Zelda et Breath of the Wild qui est une proposition totalement différente par rapport au début j'avais un peu peur, mais après une fois que j'étais dedans, voilà, après on s'écarte du sujet, mais voilà. Bien sûr, mais ça fait partie de tes inspirations aussi. Ah ouais, carrément. Carrément, Zelda c'est grosse influence dans ce que j'écris ou dans ce que je fais, par exemple. Mais du coup, on parlait du fait que tu es du travail, tu ne peux pas te consacrer à ça à plein temps, mais tu es sur un nouveau projet?
Oui. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Alors, je ne sais pas ce que je peux dire, mais ça s'appelle Mon ami Pierrot. Mon ami Pierrot, tout à fait, tu peux dire déjà le nom, il n'y a aucun problème. Mon ami Pierrot, c'est... On a 2 visuels que l'on peut montrer, d'ailleurs. Je peux en parler, du coup, si je les vois. Ouais, c'est un peu une exclusivité ici, d'ailleurs, de ce Glénat BD Festival, mais on a 2 visuels, en effet, de Mon ami Pierrot, ton prochain projet. Alors, je ne sais pas vraiment ce que tu peux nous dire dessus, mais peut-être qu'à partir des visuels, tu vas pouvoir composer un tout petit peu sur ce que l'histoire raconte ou quel est en tout cas le postulat de cette prochaine BD. Bon, vous êtes en train de nous le retrouver. Voilà le premier visuel. Sublime. Ah bah alors ça, c'est le dessin. Alors elle n'est pas finie, mais c'est le dessin de la couverture en fait ça. Oh. Alors du coup c'est un gros visuel là. Mais là il n'y a pas le titre. Du coup c'est une version sans titre, mais voilà. Du coup ça parle de plein de choses là déjà. Ouais. C'est une histoire d'amour. Un peu passionné. Et je suis content qu'on monte la couverture. Elle est magnifique. Hein. J'aime bien. Et du coup, voilà, il y aura de la magie. Déjà, vous pouvez voir qu'il y aura de la magie, il y aura de l'amour. Je ne sais pas comment en parler sans en dire trop. On est dans un univers de fantaisie. De fantaisie. Et justement, tu vois, je parlais de Zelda. Zelda est un peu une influence un peu... Après, je ne sais pas comment en parler, donc c'est compliqué, mais ouais, du coup, c'est ça, ouais. Ah ouais. Du coup, c'est l'histoire de Cléa, ça c'est Cléa, du coup, dans l'histoire, qui en fait rêve de devenir danseuse. Sauf que, en fait, elle est destinée à autre chose, elle est destinée à se marier avec un comte. Sauf qu'elle, elle a son rêve qui est ancré. Et en fait, par magie, elle rencontre Pierrot, qui en fait va l'amener dans un autre monde, dans le sien. Et là va commencer une histoire d'amour. Je ne sais pas si le pitch il est bien raconté, mais en plus ça dit vraiment rien de l'histoire. Mais voilà un peu l'univers. On a plus qu'un visuel. Ouais, là c'est waouh, là ils en montrent beaucoup là. Attends, mais t'as déjà vachement avancé sur le projet. Ouais, elle sort cette année en septembre. Ok. Enfin, si tout va bien, si je la finis vraiment. Mais normalement, je m'avance en fait, c'est genre, je lance les dates là. Tout va bien. J'avoue, sur son Twitter, il y a écrit 2022, c'est tout. Il n'y a pas écrit de date. Ouais. Bah voilà, du coup, il y a une exclue là. Mais c'est prévu en tout cas. Cool. Ah, ça, c'est cool. Voilà. Bon, ça fait plaisir en tout cas que tu puisses venir parler justement. Mais je sais pas comment en parler encore parce que j'ai l'impression que c'est trop frais. Mais voilà, du coup, ouais, il y a eu des choses. Ce sera un one shot également. Ouais, ce sera un one shot. Ouais. Mais ouais, donc du coup, tu travailles. Ouais, t'es encore, du coup, Glénat suite à Lettre perdue, tu refais confiance en fait, l'idée, ce qu'on avait comme idée, c'était que moi, je leur avais dit que je voulais que ma prochaine BD, donc Pierrot, soit une suite spirituelle de Lettre perdue. C'est-à-dire que c'est pas la suite, c'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes personnages, mais en fait, l'émotion qu'on laisse dans Lettre perdue, c'est un peu celle qu'on retrouve dans Pierrot. En fait, et en fait, c'est pour que le lecteur, quand il suive mes BD, il ne soit pas braqué par une nouvelle émotion. Il reste dans la même émotion et du coup, il peut tout de suite enchaîner avec cette bande dessinée parce que j'aimais bien l'idée de continuité. Et en fait, du coup, elles ont même des liens de thématiques, elles ont des liens... Enfin, il y a des liens, en fait, même si c'est carrément une nouvelle histoire. C'est une BD de Jim Bishop, quoi. Bah, en tout cas, c'est moi qui l'ai réalisé, donc voilà. Et du coup, voilà l'idée. Et genre, j'ai hâte d'en montrer plus. Déjà, c'est déjà énorme. Je pensais pas qu'on allait montrer la couverture. On aura pas mal d'exclusivité. C'est une exclu de fou, ça. Ne serait-ce que les dessins qui sont là, mais en plus, les visuels, justement, que vous allez pouvoir voir de certaines œuvres. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de sorties qui sont concentrées en octobre, septembre de cette fin d'année. Il va falloir, évidemment, se ruer dans vos librairies les plus proches. Mais ouais, c'est cool que tu sois directement sur un autre projet. Tu as déjà des idées de la suite après Mon ami Pierrot? Tu as déjà d'autres histoires que tu veux raconter, d'autres trucs? En fait, en même temps que je travaille sur Pierrot, je travaille sur ma prochaine histoire pour essayer de... T'arrives à faire des choses comme ça? Pour rester concentré en fait sur ce que je fais et puis pas me faire influencer par des choses extérieures. Je me dis, moi, c'est ça que je veux faire. Et du coup, pareil, il y aura la même idée de continuité, genre pour que en fait, ça se suive dans l'idée, quoi. Et du coup, là, j'ai commencé à travailler sur mon prochain projet, enfin, juste dans les idées et commencer à placer des choses. Mais ça, c'est beaucoup trop tôt pour en parler, mais ouais, du coup, oui. J'ai souvent des idées de concept que je note et puis après, je les développe un peu.
Mais voilà. Donc, Et j'ai une question, parce que tu parlais d'influence manga. Ouais. J'ai vu que tu avais posté un fanart Berserk, donc déjà Berserk. Oui. Parlons-en. Voilà. et plutôt, est-ce que ce format t'intéresserait? Ce format manga, tu veux dire? Ouais. Ce format. De base, c'est ce que je voulais faire. Mais je pense que je me sens pas prêt en fait pour le moment à assumer un format manga parce que j'ai l'impression que une fois que je me lancerai là-dedans, je serai bloqué. Ouais, pas bloqué, mais je serai obligé d'assumer une rigueur que pour le moment je me vois pas encore avoir. Je pense que j'ai pas la sentiment d'avoir la maturité pour assumer un manga, mais que j'adorerais faire. Et même graphiquement, j'ai l'impression que je suis encore assez faible sur plein de choses et j'aimerais être plus pertinent. Mais clairement, oui, ce serait une chose que j'aimerais bien faire, du manga. Pardonne-moi, mais tu te rends compte du paradoxe que de ce que tu es en train de dire. Le manga, à la base, littéralement, ça veut dire le dessin sale. C'est-à-dire que c'est à la base, c'est un sous-genre du dessin et de l'art. Et dans ta bouche, tu places le manga comme quelque chose où il faut plus de skill que dans la bande dessinée. Parce que tu vois, en fait, j'ai l'impression que mon dessin noir et blanc, il manque un peu de profondeur. Et du coup, d'ailleurs, la couleur, elle m'aide beaucoup à cacher ce côté-là. Mais c'est quelque chose que je dois apprendre, de pouvoir gérer des noirs et blancs, pour créer du contraste en noir et blanc, etc. Oui. Mais c'est un truc que, en réalité, c'est pas si difficile. C'est juste moi qui dois me mettre dedans et faire du manga. Concrètement, j'en ai jamais fait vraiment longtemps. J'ai testé des planches comme ça sur des projets que j'ai chez moi, mais j'ai jamais poussé le truc à fond. Mais je pense que c'est un pas à franchir un peu dans ma tête, mais que pour moi j'aime bien la couleur aussi, parce que je trouve qu'on crée des émotions particulières aussi avec la couleur. Mais ouais, c'est une idée, ouais. Alors je vous rappelle que vous allez pouvoir gagner le dessin ici de Jim Bishop, quasiment terminé. Il va vite, tu pourrais même rajouter des détails tant il a de temps. Il est ultra flex. Pour tout ça, il suffit de marquer Jim Bishop dans le chat pour entrer dans la loterie. Un tirage au sort est effectué en fin de journée. Si jamais tu devais te lancer dans le manga, quel genre tu choisirais? Moi, je pense que j'aime beaucoup le seinen, mais j'aime bien aussi le neketsu, enfin tu vois le côté bien ardent des personnages qui sont l'esprit shonen, l'esprit bien énervé comme ça, mais j'aime aussi la violence qu'il peut y avoir dans un berserk justement. Et je pense que ça serait on appelle ça du shonen plus, je crois, un côté tu vois où tu suis quand même un jeune garçon mais qui vit des choses bien gore, bien dark. Ça, je pense que c'est quelque chose qui me plairait. Un genre de plus en plus fréquent actuellement avec le vieillissement en tout cas du lectorat des shonen. Comme les gens vieillissent, souvent les thèmes abordés sont de plus en plus durs. Ce qui fait un peu retour aux années 80 où les thèmes étaient déjà vachement durs, puis ensuite après tout s'est beaucoup lissé et maintenant ça revient méga chaud. D'accord, ok, donc tu te lancerais. Mais là c'est un projet lointain ça encore. J'ai plein de choses à faire. On a mis des billes là déjà. D'accord, ok. On fantasme tout ça, bien entendu. Laisse-nous rêver. Rêver. Alors c'est parti. Rêvons. Laisse-nous rêver. Quand je vois déjà toutes les petites animations que tu nous as montrées ici, la mise en page de Lettres perdues, je me dis que ce genre de bande dessinée, ça ferait un film fantastique à réaliser au cinéma, bien sûr, un dessin animé. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaiterais ou tu voudrais que ça reste juste du domaine de la bande dessinée? Moi, je serais vraiment pour. Regarde comment c'est magnifique, animé. Je trouve que ça pète. J'aimerais bien. Après, pour le moment, il n'y a rien de prévu. Mais s'il y a un producteur, quelqu'un qui nous écoute, on est chaud. Je vais faire fonctionner mes relations avec le studio MAPPA. Très bien. J'en suis ravi. Demain, une lettre en japonais dans ta boîte mail. Pas une lettre perdue, par contre. On va évidemment éviter de perdre la lettre. Jim, tu seras en dédicace, parce que tu fais une petite tournée dédicace dans pas mal d'endroits, notamment à partir du 5 février où tu seras au Halles de Paris, la FNAC des Halles de Paris, pour dédicacer justement des lettres perdues. Si vous voulez aller à la rencontre de Jim, plus tard en février à Lille,
le 19 février. On pourra te retrouver ce samedi là-bas. Montpellier le 23 février. Marseille le 24. Nice le 25. Dès que c'est un peu plus près, tout évidemment. Le sud, voilà, tout le sud de la France. Cannes le 26. Voilà, tu vas parcourir le sud de la France fin février pour aller à la rencontre des gens. Tu donneras tous les détails sur Twitter, Instagram, sur les réseaux, via les réseaux sociaux. Ça. Donc justement, ces occasions de rencontrer ton public. Tu parlais justement des rencontres publiques et on va dire, du bonheur que pouvaient t'apporter les bons retours sur tes œuvres. Est-ce que c'est quelque chose de positif pour toi d'avoir l'avis des lecteurs vis-à-vis de ton œuvre? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà influencé ou t'a fait réfléchir sur ce que tu faisais bien ou mal dans tes BD? En fait, l'avis des lecteurs, il est agréable, mais il peut être un peu... influent, justement. Voilà, tu parlais de ne pas être trop influencé par l'extérieur. C'est ça ce que je disais tout à l'heure. Voilà. C'est-à-dire que l'influence, même positive, elle peut... Pour moi, en tout cas, elle peut avoir une mauvaise influence sur mon travail, dans le sens où les retours font super plaisir, toujours. Mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance enfin moi en tout cas, à me dire, ok, ça c'est ce que les gens aiment. Du coup, je vais reproduire ce schéma pour que les gens aiment. Et ça, c'est une pensée que je peux avoir, parce que tu veux te rassurer dans une complaisance. Et ça, c'est un truc qui me fait peur, en fait. Je veux pas me sentir, comment dire, prisonnier d'un prisme de ouais j'aime bien, etc. Du coup je me dis je préfère prendre, parce que c'est hyper important, mais pas prendre en compte le fait qu'on aime bien une partie de mon histoire. Et je me dis faut que je reste concentré sur ce que moi je veux raconter, en fait. C'est ça qui est très difficile parfois quand on a beaucoup de retours comme là j'ai pu en avoir avec Lettres perdues. Ouais. Ça peut être hyper difficile parce que on se fait vachement influencer, et moi je veux pas écrire une histoire qui fasse plaisir. Je veux vraiment que ça soit une histoire qui soit honnête et qui soit honnête avec ce que moi je veux raconter. D'accord. Mais tout en donnant du plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la nuance? Oui, je vois ce que tu veux dire, évidemment. Tu vois la nuance, elle est là. C'est que je veux pas satisfaire, je veux surprendre. Voilà. Ça, c'est différent. Et du coup, ça peut être très influent, mais c'est très agréable. Et genre, je suis très heureux quand on me dit qu'on a aimé. Mais surtout, ce que j'aime, c'est quand je partage avec le lecteur qui me dit qu'il a compris. Ça, c'est encore plus agréable. Et qui me dit que on se sent moins seul, on se comprend, tu vois. Et ça, je trouve, c'est beaucoup plus satisfaisant, finalement. Est-ce que c'est... Désolée, je t'en prie, Ringo. Vas-y, après j'aurai une question du chat. Est-ce que c'est peut-être pour ça aussi que tu fais que des one-shots? Parce que si tu en fais plusieurs, il y a justement le risque de sortir le premier volume, que tu aies les retours, alors que tu avais déjà préparé le deuxième volume, et du coup que tu peux changer par la suite. Peut-être que tu as raison. Parce que c'est vrai que quand tu fais un nouveau livre, tu repars de zéro à chaque fois. Et du coup, tu remets tout en question, tout ce que tu as fait avant. Alors que si tu pars sur une série, tu dois assumer beaucoup de choses sur le long terme. Et ça, je pense que c'est un truc, c'est de l'engagement, tu vois, de manière générale. Je pense que j'ai encore un peu de mal avec ça, mais je pense que je suis en train de, petit à petit, mûrir. Et à un moment donné, ça se fera. Tu pourrais faire une série de plusieurs tomes à l'avenir. Mais quelque part, tu parles déjà de série, en fait, sur les thématiques. C'est ça. Avec Pierrot. Donc, c'est ça, à travers les... En fait, tu as peut-être ta signature pour l'instant, mais tu veux toujours... tu veux toujours... On ne sait pas encore, mais tu vas surprendre. J'espère, on verra. On verra. Alors, question du chat, justement, on parlait des héros que tu avais, des personnages principaux qui étaient des personnages principaux assez rêveurs. Est-ce que faire une BD dans un univers très concret, très entré dans la réalité, ça serait un challenge pour toi? Ouais, je pense. Mais je pense que ça serait très très difficile. Mais je pense que je pourrais pas m'empêcher de mettre un peu d'absurde dans un monde trop réaliste. Je pense que ça m'ennuierait peut-être très très vite de parler du réel. Je le vis déjà et moi ça m'ennuie de le lire, tu vois. Donc, et après il y a des très belles œuvres qui parlent du réel que j'adore. Là j'ai pas un exemple, mais c'est vrai que je suis plus attiré par des univers qui vont comment dire, t'évader. M'évader, c'est ça. Mais dans le réel, il va falloir parler de choses que je connais pas, par exemple, tu vois, genre des choses vraiment. Si pour me parler de trucs du quotidien, pour moi, c'est la narration la manière dont tu vas le raconter, qui va me surprendre, qui va m'intriguer, ou tu vois. Mais du coup, je pense que ça sera un challenge, effectivement. Mais j'essaierai, pourquoi pas un jour.
d'essayer un petit tranche de vie sur la difficulté d'aller trouver du bon pain. Par exemple, ça serait une idée géniale. C'est ça. D'abord, le bon boulanger. Exactement. Un truc tu le fais goûter les pains comme ça. C'est ça. Pas assez de farine. Non. Il y a déjà eu un manga sur ça en plus. Hein. Ah ouais non, mais ils sont forts, les Japonais, pour te prendre une thématique et t'en rendre... bien sûr. Mais du coup, ce que tu parlais là d'évasion avec tes bouquins. Pour revenir sur Lettres perdues, tu l'avais dit, tu l'as écrit avec un peu de... Tu as mis beaucoup de personnel dedans. Ouais. Est-ce que ça a été au final une forme de thérapie pour toi, ce côté d'évasion, déjà juste... Bah ouais, c'est un truc que je ne connaissais pas du tout, ça non plus. J'entendais toujours le mot la catharsis, genre qu'est-ce que c'est que ce mot obscur, tu vois. Et puis c'est vrai que j'ai ressenti ça après l'avoir fini, surtout quand elle est sortie, où j'ai ressenti d'avoir laissé quelque chose derrière moi. Et ça, c'est un truc que je connaissais pas du tout, ce sentiment. Et c'était hyper... ça m'a soulagé. Et le fait de savoir que, tu l'avais dit tout à l'heure quand on était en off, que des gens venaient te voir et te disaient que ça les avait vraiment touchés et ils t'avaient limite mis les larmes aux yeux. Oui, carrément. Ça a été aussi une thérapie pour les autres. Comment, est-ce que c'est finalement, je ne vais pas dire un fardeau parce que c'est négatif, mais c'est une responsabilité du coup que tu as aujourd'hui Moi, je pense pas avoir de responsabilité. Enfin, on en a une indirectement. Que tes œuvres aient un tel impact sur les gens des choses que tu cherchais à faire peut-être Non, moi je voulais être honnête avec ce que je voulais raconter. Je voulais pas me positionner en tant que messager ou quoi. Je me disais juste, je veux parler de ça. Je sais que c'est un sujet qui est un peu rude, mais je mets quand même beaucoup de filtres dans la manière dont j'en parle. Ouais. Mais je voulais que ça soit impactant et je me suis dit... parce que c'est dur d'en parler aussi, tu sais, sans spoil un peu. Ouais, c'est dur. C'est dur. Mais non, je pense qu'il y a une part de moi qui me disait, ça c'est un sujet, j'en entends jamais parler. J'ai envie de le sortir, quoi. À mon avis, il faut que ça sorte. Et ça fait du bien de savoir qu'on... Voilà. Je me répète, mais c'est vrai que... En fait, je trouve ça super malin. Comment tu amènes ces lettres, en fait. Même en fait, tu peux penser que la BD, c'est déjà une lettre, ce que tu as fait de toi, en fait. Et qu'au début, c'est rigolo. En fait, c'est vraiment fait comme un... je me répète, comme une lettre. En fait, je trouve que... parce que depuis tout à l'heure, on parle que c'est dur, Mais en fait, ce que disait Ken, c'est vrai, c'est drôle. En fait, c'est ça qui est encore plus fort. Pardon, je me marre, je lis ta BD, je me marre, excusez-moi. C'est drôle et c'est joli. Vous dérangez pas. Est-ce que je peux me rasseoir là, en fait? Ah bah si t'as terminé, j'ai terminé. Vas-y, reviens. On peut faire un petit plan sur le dessin ici. Donc je vous rappelle, un Jim Bishop tout attaché sur le chat pour gagner justement ce dessin, voilà, original, incroyable. Quelle rigueur d'exécution. Et pour le coup, pas de couleur. Non, mais ça va, ça passe. C'est super bien. Merci. J'adore. T'as quand même dépeint l'horizon avec... des petits effets. Exactement, avec un peu d'effets, histoire de voir la mer. Il y a quelques oiseaux qui volent. Voilà. En V, comme quand on était petit. En V, comme quand on était petit, voilà. Pardon, moi, je dessine qu'encore comme ça. Mais... voilà. Moi aussi, tu vois, du coup. C'est vraiment... J'ai mis un peu de contraste. Si, t'as vu, il y a un peu de contraste avec le gris. J'ai voulu un peu... Tu es prêt pour le manga. Ça se voit. Bon, bah j'en profite, vu qu'il y a Frangine à l'écran, pour revenir juste sur le choix des noms, parce qu'il est quand même important. Ouais. Notamment, je t'avais vu dans une interview, tu disais pour le poisson, pourquoi Sissi était un poisson, parce que selfish, ça vient de là. Voilà. Et Frangine, du coup, qui prend tout son sens, pourquoi elle s'appelle, enfin, c'est pas du coup son vrai nom, mais pourquoi on l'appelle Frangine à la toute fin avec Yod, c'est hyper émouvant. Le choix des noms qui pourrait paraître hyper dérisoire, c'est quelque chose quand même d'assez important pour toi. Carrément. Bah, ils ont une vraie symbolique, en fait. Frangine, quand je l'ai créé son personnage, je m'étais dit, c'est la sœur que j'ai jamais eue. Voilà, mais quand j'étais petit, j'ai 2 frères. J'embrasse, je sais pas s'il me regarde mon frère, mais je fais un bisou. On les embrasse. Mais je voulais une sœur quand j'étais petit. Et du coup, je me suis dit, je veux que cette sœur que j'imagine, elle ait ce caractère et qu'elle soit comme ça, quoi. Et du coup, je me suis dit, elle va s'appeler Frangine. Et en fait, je ne veux pas en dire trop, mais là, j'allais spoiler un peu. Mais voilà. Mais du coup, c'est un peu l'idée, c'était ça.
souvent il y a ce truc-là de... Et j'avais juste une dernière question pour tes inspirations. Après, je pense qu'on aura fait le tour. Mais est-ce que Steven Universe en fait partie ou pas du tout? Non, pas du tout. Parce qu'il y a un personnage, le personnage de Mom, il me fait clairement penser à un personnage dans Steven Universe. Non, Mom, c'est pareil, c'est inspiré de Clara. Je ne sais pas si elle regarde, mais c'est inspiré voilà, qui est une personne qui existe. Si vous la voyez en vrai, elle a exactement ce design. Et voilà, c'est une personne importante. Ouais, donc tu as vraiment beaucoup de personnages. En fait, tous les personnages qui portent des manteaux, graphiquement, ce sont tous des gens qui sont proches de moi. C'est tous des gens, ouais. Ouais. Ah, super. Tous. Et c'est un peu le même processus créatif dans Pierrot et tes autres... Dans Pierrot aussi. Moins dans Pierrot, mais oui, aussi. Ok. Ouais. Okay. Mais il y a cette idée où j'amène mes proches dans mes œuvres. Ok. Voilà. Notre fille a envie de chialer. Ah, tu vois. Il est difficile, ouais. Ouais, c'est vraiment super. Merci beaucoup, Jim, d'être venu ici sur le plateau. Nous avons offert à la fois toute ton expérience et bien ce dessin ici. On te souhaite vraiment plein de succès. C'est vraiment une magnifique BD. Franchement, je la conseille à tout le monde. On rappelle, et vous aurez évidemment les dates pour aller voir Jim en dédicace durant tout le mois de février. Cette première journée touche à sa fin. Merci beaucoup, Praska, d'être venu. Merci beaucoup, Ringo, d'être venu participer. Ouais, cool. Merci à toi aussi. Merci à vous. De vous accueillir. On va tirer au sort le vainqueur dans le chat, bien entendu, de ce dessin. Dans quelques instants, vous allez tous repartir. Franchement, vous allez être gâtés pour l'ensemble de cette Glénat BD Festival. Sachez que dès demain, ce sera avec Donald Renew que l'on commencera la journée et Zep. Et le vainqueur dans le chat, alors je sais pas, le truc il close et on a le gagnant. Il s'agit de Abuse. Voilà, il vient de remporter le dessin. Félicitations à toi. Attends bien pour que l'on te donne les modalités afin de pouvoir t'envoyer en tout cas tout ça. On va parler très rapidement du programme de ce Glénat BD Festival avec, vous allez le voir, dès demain. Du coup, on commencera à partir de 13h, il me semble. Et spécial Titeuf en classe avec Titeuf de 13h à 15h avec Zep, qui sera là ou à distance. Je ne sais plus s'il est là ou s'il est à distance. Il est à distance, voilà, mais en tout cas, il pourra interagir avec vous. Donc voilà, venez discuter. En tout cas, on aura Donald Renew, la vraie voix de Titeuf ici. Et je prendrai le lead à partir de 15h pour la conférence Conan, et pas Conan le détective, mais bien Conan le cimérien, le vrai. Et on discutera un tout petit peu de cet univers qui lui aussi est un univers de fantasy très ancien, adapté justement chez Glénat. Et enfin le polar qui nous permettra de parler de grand nombre de BD parus notamment chez Glénat et notamment Ghost 111. Voilà le programme en tout cas demain. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve demain à partir de 13h. Merci à tous les invités bien entendu et merci à Glénat ainsi qu'à toute la régie. Voilà. Bon, il est possible qu'on retire un gagnant dans le chat parce que le gagnant ne montre pas signe de vie. Peut-être n'a-t-il pas eu sa lettre perdue. Lui aussi, quel dommage. Quel dommage. Mais vous en faites pas, on retirera en tout cas quelqu'un. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne fin de soirée et on se donne rendez-vous demain, 13h, ici même, sur ce plateau. À demain.